Excellences, Monsieur le ministre des Finances, Excellences, Madame la vice-ministre des Finances, Excellences, Monsieur le vice-ministre du Budget, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Monsieur le représentant résident du Fonds monétaire international en République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet, experts du gouvernement, chers membres de la presse, Mesdames et Messieurs les journalistes, y compris ceux de la presse internationale, accrédités en République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs, à vos titres et rangs respectifs. Comme l'a bien souligné mon collègue Patrick Tété, dans un souci d'irrémédiabilité, le ministère des Finances organise ces jours ce point de presse à la suite de l'approbation par le Fonds monétaire international de la deuxième revue du programme appuyé par la facilité élargie de crédit et la facilité pour la résilience et la durabilité en sigle FRD. L'objectif, comme il l'a bien souligné, est d'apporter d'une manière pédagogique des éclairages factuels sur la portée de cette décision ou approbation, ainsi que les implications sur le cadre macroéconomique et les réformes en cours. Alors, sans plus tarder, je voudrais présenter l'économie de l'activité d'aujourd'hui. Nous allons assister à un exposé de son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, portant sur le contexte et les principaux enseignements de la décision du Fonds monétaire international. Il sera question de brosser sur le programme économique soutenu par le FMI, les objectifs que poursuivent ces deux programmes, les conséquences sur la stabilité du cadre macroéconomique. Ensuite, suivra une séquence de questions strictement centrées sur l'objet du point de presse. Et après, il y aura un moment de convivialité autour d'un cocktail. Et enfin, ça sera la clôture de l'activité. Alors, sans plus tarder, je vous remercie pour votre présence et je voudrais inviter son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, à prendre parole et à nous présenter sur la question en rapport avec le programme économique du gouvernement soutenu par la facilité élargie de crédit et les fonds et la facilité pour la résilience et la durabilité. Son Excellence, je vous en prie. Ok. Encore une fois, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Si dans le souci de transparence et de réhabilité que le gouvernement de la République démocratique du Congo partage ces informations pour que les populations soient informées de l'évolution des politiques économiques que nous sommes en train d'implémenter sous le leadership éclairé de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi nous le faisons? Nous l'avons dit, nous le faisons pour raison de transparence, mais aussi de redevabilité. Et pour aussi également témoigner de l'accompagnement que nous bénéficions de la communauté internationale à travers les institutions techniques et financières qui nous accompagnent. Il vous souviendra que le gouvernement de la République démocratique du Congo a conclu 2 programmes formels avec le Fonds monétaire international. Un programme soutenu par la facilité élargie de crédit, FEC, et un autre soutenu par la facilité de résilience climatique.
Pour les premiers programmes, nous avons déjà conclu la première revue. Il était question de conclure la deuxième revue du programme faite, mais également la première du programme FRD. Ces programmes ne sont pas mis en œuvre pour obtenir des appuis budgétaires ni des décaissements de la part de nos partenaires. Ces programmes sont mis en œuvre pour témoigner de la volonté du gouvernement de moderniser les cadres de gouvernance et de mise en œuvre de nos politiques économiques. Nous mettons ces programmes en œuvre pour la transformation structurelle de notre économie, mais également faire en sorte de transformer les conditions de vie de nos populations. Pour revenir à l'objet de notre présentation de ce jour, nous rappelons que les objectifs du programme FEC sont notamment ceux qui consistent à accélérer la diversification de l'économie grâce à un élargissement de l'espace budgétaire via la mobilisation accrue des recettes budgétaires intérieures, une meilleure rationalisation des dépenses publiques ainsi qu'une modernisation plus accrue de la gestion des finances publiques. Le deuxième objectif stratégique consiste dans le renforcement de la résilience de l'économie à travers plus d'une grande stabilité extérieure financière des prix. Le troisième objectif, c'est de promouvoir une croissance plus inclusive à travers l'approfondissement des réformes visant la gouvernance, la transparence, la lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux ainsi que l'amélioration du climat des affaires. S'il faut s'interroger si le gouvernement de la République démocratique du Congo avance dans cette direction, nous disons oui et nous allons démontrer ce que le gouvernement a pu faire en termes de repères structurels, mais également d'objectifs quantitatifs tels que cela a été convenu avec nos partenaires du Fonds monétaire international. En ce qui concerne le programme FRD, si vous pouvez revenir, les objectifs sont simples. Notre pays, comme le dit souvent son Excellence Monsieur le Président de la République, la République démocratique du Congo est un pays solution. Et pour ce faire, nous devons jouer beaucoup plus d'actions dans la coordination des efforts de la communauté internationale et du monde entier dans la lutte contre les changements climatiques. Ainsi, il est important et le gouvernement a adopté des politiques de protection de l'environnement qui aident à mettre en place des politiques d'adaptation et d'atténuation des effets néfastes du changement climatique. C'est en ce sens que le programme FRD vient combler les efforts du gouvernement avec des objectifs qui sont bien déterminés, dont notamment soutenir les efforts d'atténuation et d'adaptation de la RDC en promouvant la préservation de nos forêts, renforcer la résilience aux catastrophes induites par les climats, enfin intégrer l'agenda climatique dans la gestion des investissements publics. Pour revenir au contexte, sur l'impact sur l'économie et les finances publiques, nous devons d'abord rappeler ici et rassurer de la stabilité de notre cadre macroéconomique grâce à une meilleure coordination des politiques conjoncturelles et des objectifs qui ont été atteints et des performances économiques qui ont été réalisées. S'il faut parler du taux de croissance de notre pays, sur base des éléments réalisés fin juin, le taux de croissance est projeté à 5,6% pour l'exercice 2025, alors qu'il était à plus de 6,5% en 2024. Les taux d'inflation qui étaient projetés à très loin par rapport à la cible de 7,8% qui était prévue, nous avons pu constater une forte décélération du rythme de formation des prix qui a été induite notamment par la coordination budgétaire et celle de la politique monétaire, mais également l'action que la Banque centrale a menée au mois de septembre sur la réévaluation du coefficient de risque, du coefficient de pondération pour le coefficient des réserves obligatoires.
S'il faut également revenir sur la situation sécuritaire du pays, tous nous constatons la situation d'agression que notre pays est victime et les conséquences induites par cette situation sont notamment les tensions des trésoreries liées à plusieurs urgences sécuritaires et humanitaires que le gouvernement doit mettre en œuvre. Il y a eu plusieurs contraintes, dont notamment les pressions accrues sur les dépenses de sécurité, la réduction des revenus fiscaux locaux, l'augmentation des besoins humanitaires, les défis de gestion des finances publiques. Pour répondre à cela, le gouvernement a maintenu la discipline budgétaire, la priorisation stricte des dépenses essentielles, les renforcements des mesures de mobilisation des recettes nationales, mais également une meilleure coordination telle que nous l'avons indiqué. Pour les mesures d'atténuation que nous avons connues sur les recettes publiques, parce que vous allez bien noter qu'en début de cette année, en décembre, nous avons perdu le contrôle de notre ville fleuron, la ville martyre de Goma, avec toutes les conséquences que vous pouvez imaginer. Nous avons encore perdu la ville de Bukavu, le contrôle de la ville de Bukavu, et vous pouvez imaginer les conséquences que nous avons enregistrées. Pour répondre à ces défis, le gouvernement a impulsé une dynamique de réforme de la dépense fiscale pétrolière. Nous avons, sur base des expériences que ce pays a connues, mis fin aux exonérations et aux paiements gestionnaires dans le secteur de l'importation de produits pétroliers. Et à ce jour, à partir du mois de juillet, les recettes de l'importation des produits pétroliers sont passées d'une moyenne de 4 milliards de francs congolais le mois à aujourd'hui une moyenne de 70 milliards chaque mois à partir du mois de juillet 2025, grâce à une réforme qui a été impulsée entre les différents ministères du gouvernement, à savoir le ministère des Finances, le ministère de l'Économie et le ministère des Ressources hydrocarbures. Nous avons adopté également un plan de mobilisation des recettes avec une batterie de mesures que nous sommes en train de déployer, dont notamment la généralisation de la télédéclaration de la TVA dans les structures opérationnelles de la DGI, à savoir CDI, CIS. Nous avons augmenté les droits d'accise, notamment l'accroissement des droits d'accise sur certains produits, notamment les acides sulfuriques, et des efforts de services conséquents qui nous ont aidés à atteindre la cible des recettes qui était assignée pour la deuxième revue. S'il faut continuer, il y a des repères structurels qui ont été identifiés pour les programmes FEC et les programmes FRD. Le premier repère consistait à la mise en place d'un instrument de refinancement standard opérationnel à tout moment sous la forme d'une adjudication et supprimer les facilités des prêts à court terme. Le gouverneur de la Banque centrale pourra y revenir. Il s'agissait également de finaliser et activer les logiciels de la chaîne de la dépense dans les 4 ministères sectoriels en vue de déconcentration de l'ordonnancement. Il y a une réforme majeure dans ce pays qui consiste à la déconcentration de l'ordonnancement, réforme impulsée depuis 2011 qui, pour la première fois, va être opérationnelle à partir du mois de février, où la déconcentration de l'ordonnancement des dépenses publiques va être effective dans les 4 ministères pilotes, à savoir le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Santé, le ministère des Pêches et l'Élevage et le ministère de l'Éducation. Ces ministères vont exécuter les budgets 2026 sous mode déconcentré à partir de la fin du mois de février 2026. Ça, c'est un acquis majeur de ces programmes et des réformes que nous avons impulsées. Le troisième repère, c'est la mise en place du réseau comptable. Un concours a été organisé, des nominations ont été opérées et des comptables ont été désignés pour prise en charge des opérations dans les ministères pilotes qui ont été indiqués. Également, les déploiements des agents de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique sur base d'un concours, une sélection compétitive.
Il y a eu la réalisation d'une étude de résistance sur la clôture de tous les comptes bancaires du gouvernement. Parce que, comme vous le savez, le gouvernement est dans une dynamique réformatrice de mise en place d'un compte unique du Trésor. Et des avancées ont été réalisées. La Banque centrale, avec le concours des autres experts, nous avons bouclé ces tests et nous pouvons continuer notre chemin pour avoir un compte unique du Trésor et éviter la dispersion de la trésorerie de l'État et réduire les coûts de l'endettement public au niveau du marché des titres intérieurs. Le sixième, c'était celui de centraliser l'utilisation des systèmes de facturation normalisée de la TVA à toutes les entreprises. Comme vous le constatez, depuis les mois d'août, nous avons commencé la phase de généralisation et le 1er décembre, nous avons lancé la phase obligatoire de la facture normalisée. Encore une fois, nous ne disons pas que tous les problèmes sont résolus. Chaque début d'implémentation d'une réforme est un défi majeur que nous devons rencontrer à chaque instant et le gouvernement va répondre au rendez-vous de l'histoire. Pour les repères 8, il s'agissait de réviser l'arrêté sur les CPSM, ce qui a été fait par le gouvernement et ses experts. Quant aux critères quantitatifs à surveiller, il y a les planchers du solde budgétaire intérieur, il y a les planchers sur les recettes du gouvernement central, les planchers sur les dépenses sociales, les plafonds sur la masse salariale du gouvernement central, les plafonds sur les dépenses du gouvernement central exécutées sous la procédure d'urgence. Quant à la mise en œuvre et des résultats sur les critères de performance, la majorité des critères de performance à fin juillet 2025 ont été atteints. Notamment les soldes budgétaires intérieurs qui étaient fixés à 2000 milliards de francs. Le gouvernement a réussi, malgré les contextes difficiles, à réaliser un solde budgétaire de 1800 milliards inférieur à 2000 milliards de francs qui étaient convenus. Nous avons une dérogation que nous avons obtenue sur une discussion que nous avons eue avec la Banque centrale et nos amis du FMI sur une approche que nous avons mise en œuvre au niveau du pays. Les résultats globaux sont satisfaisants avec un taux de réalisation de 85% des indicateurs validés. La plupart des objectifs indicatifs ont été atteints, exception des planchers de dépenses sociales qui ont connu un effritement suite à l'érosion créée par les pressions des dépenses sécuritaires. Également, il y a la persistance du conflit qui dicte les raisons des dépenses d'urgence plus supérieures à l'objectif qui a été indiqué. Quant aux réformes structurelles et performances FRD et FEC, nous avons 7 de 8 repères non contenus de la deuxième revue atteints. Les repères sur la généralisation du système de facturation normalisé TVA a été mis en œuvre avec un léger décalage. Les 3 repères structurels qui ont été définis ont été contenus et respectés. Sur la FRD, 2 mesures de réforme mises en œuvre ont été concluantes, notamment l'analyse des risques budgétaires liés au choc climatique, mais également l'adoption d'une politique de gestion des risques de catastrophes naturelles. Toujours sur cette lancée de résultats, nous avons les cibles atteintes malgré la crise. Le déficit budgétaire convenu a été respecté. Un succès d'autant plus remarquable que la crise sécuritaire s'est accentuée dans la partie orientale du pays, créant des pressions majeures, comme nous l'avons dit. Une discipline budgétaire renforcée et la résilience de nos finances publiques, malgré les contextes adverses. La soutenabilité des finances publiques a été préservée et l'espace budgétaire social maintenu. Sur l'issue de ce programme, avant que je laisse la parole à M. le gouverneur, nous avons, au début de ce programme, obtenu de nos partenaires la possibilité qu'une partie des décaissements qui vont être opérés au titre de la FEC soit orientée vers l'appui budgétaire et une autre partie vers le soutien à la balance des paiements. Et suite à l'approbation, nous avons un montant FEC qui va être décaissé de 261 millions de dollars
sur l'enveloppe qui est prévue de 10 milliards 729 durant les 10 prochaines années. La quantité fait qu'au titre de l'appui budgétaire d'environ 130 millions de dollars, 130 millions de DTS, soit 312 millions de dollars, compris les décaissements FRD au total. Parmi les projets qui vont être financés, nous avons l'amélioration du capital humain, la suite des infrastructures énergétiques comme le projet KTND, le lancement de la route nationale numéro 7 qui va partir de Kananga, passant par Benadibele dans les Sankourou pour atteindre Tchouapa dans la province, avant de chuter à Opala dans la province de la Tchopo à Kisangani. Donc nous allons d'abord ouvrir en terre bâtie Kananga à Kisangani et ensuite asphalter la route qui va partir de Kananga à Benadibele, environ 300 km de route sur les montants qui sont prévus 10 milliards 700. Les lancements des travaux pourront être organisés bientôt parce que les études de faisabilité ont été déjà achevées. Je vais laisser le gouverneur commenter sur l'impact sur les cadres macroéconomiques afin de continuer notre présentation et la suite de notre point de presse. Merci, Excellence, Monsieur le ministre des Finances. Je n'ai pas grand-chose à rajouter, sauf que les principaux indicateurs macroéconomiques de notre pays montrent une performance plus ou moins constante depuis plusieurs années. C'est d'ailleurs dommage qu'on n'a pas les périodes précédentes, puisque on peut montrer une différence de pente très très nette entre le moment où le pays a repris avec une phase de croissance, c'est-à-dire vers les années 2003 jusqu'à 2018, mais la pente au niveau de la croissance économique de notre pays a clairement pris une autre dimension à partir de 2019. Et le ministre des Finances le disait en introduction, que tout ça, c'est la vision, le leadership du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le seul regret que nous pouvons avoir maintenant, c'est de regarder que à chaque fois notre PIB est conduit ou bien est tiré vers le haut par l'industrie extractive, ce qui met notre économie en situation de vulnérabilité face aux chocs exogènes et qui rappelle que nous devrions très rapidement diversifier notre économie si nous voulons être plus résilients. Et c'est le petit commentaire que je voulais faire, je crois que le ministre l'a rappelé de manière pertinente, que les efforts que nous déployons pour faire face aux impératifs sécuritaires, quelque part, nous devons le faire à notre corps défendant avec l'agression que nous subissons, et nous aurions pu orienter une bonne partie de ce que nous engrangeons comme recette justement dans la transformation de l'économie. Et c'est comme ça que nous saluons cette aide financière qui vient somme toute du Fonds monétaire ainsi que d'autres bailleurs qui nous permettent quand même de financer quelques projets importants. Au niveau des réserves de change, nous avons 2025 7,4 milliards de réserves. Je crois que le chiffre avec l'aide que nous, le soutien que nous aurons du FMI au niveau de notre balance de paiement, nous allons monter jusqu'à 7,5, ce qui représente environ 3 mois d'importation de biens.
En ce qui concerne l'inflation, je ne reviens pas. Je confirme juste ce que le ministre des Finances avait projeté. Je vois ici qu'on parle de fin de période à 2,2, mais le chiffre sera beaucoup moins que ça, puisque en glissement annuel, nous sommes à 2,07, mais quand on regarde le year-to-date, nous sommes à 1,7. Et comme nous sommes à quasi 10 jours de la fin de l'année, et avec le niveau de formation de prix, je ne pense pas que nous allons dépasser les 2%. Je m'arrête là parce que la partie finances publiques revient de nouveau au ministre des Finances. Et je salue, malgré tout ce que on peut parfois lire dans la presse, une très forte coordination des politiques budgétaires et monétaires et de la très très bonne collaboration qui existe entre le gouvernement au travers du ministère du Budget et du ministère des Finances ainsi que de la Banque centrale. Et j'en profite pour saluer toutes les équipes, aussi bien du ministère du Budget, surtout du ministère des Finances et de la Banque centrale, qui ont travaillé d'arrache-pied sous le leadership respectif du ministre des Finances, du Budget ainsi que de moi-même, pour que nous puissions réussir cette revue. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Excellence, Monsieur le Ministre des Finances. Merci, Monsieur le Gouverneur, pour cette présentation. Je pense que nous venons tous de suivre la présentation de Son Excellence et le commentaire de Monsieur le Gouverneur. La présentation centrée autour de points essentiels, à savoir les objectifs du programme poursuivi avec le Fonds monétaire international. Le ministre des Finances, Son Excellence, a brossé brièvement le contexte de mise en œuvre de ce programme. Il a évoqué la question en rapport avec le critère quantitatif et le repère structurel du programme, la mise en œuvre du programme, les réformes structurelles et les performances du programme appuyées par la facilité pour la résilience et la durabilité, et quels sont les principaux résultats que nous avons pu obtenir jusque-là, et éventuellement les impacts sur le cadre macroéconomique. Monsieur le gouverneur a insisté sur la coordination des politiques conjoncturelles, je cite la politique budgétaire et monétaire, qui a permis à ces jours de réaliser ce que nous avons pu réaliser jusque-là, à savoir l'approbation de la deuxième revue du programme et la stabilité du cadre macroéconomique. Les décaissements qui s'en suivront permettront à coup sûr de renforcer nos réserves de change. Avant de passer à une étape importante de questions-réponses et d'inviter les intervenants à rejoindre l'estrade, je voudrais d'abord peut-être une observation ou certains commentaires du représentant résident du Fonds monétaire international par rapport à la présentation qui a été présentée par Son Excellence, Monsieur le Ministre des Finances. Si on peut étendre le micro au représentant résident du Fonds monétaire international. Beauté. Merci, cher John. Bonsoir, Monsieur le ministre des Finances. Bonsoir, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale du Congo. Bonsoir, Monsieur le vice-ministre du Budget et bonsoir, Madame la vice-ministre des Finances. Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est un plaisir pour nous de nous retrouver ici en compagnie des autorités
pour sacrifier à cet exercice de redevabilité et de transparence citoyenne. Et je ne peux que traduire l'encouragement au niveau du FMI par rapport à l'engagement renouvelé des autorités à poursuivre les efforts de stabilisation macroéconomique et d'approfondissement des réformes structurelles, malgré le contexte qui est extrêmement difficile. C'est un message central qui est ressorti dans la réunion du conseil d'administration, c'est que le pays fait face à un contexte qui est extrêmement difficile. Beaucoup de défis qui préexistaient même à la crise sécuritaire, et la crise sécuritaire est venue se greffer dessus, accentuant les pressions sur les finances publiques et sur les systèmes de santé et humanitaire. Mais malgré tout, au lieu de succomber par exemple à des tentations populistes, des solutions de facilité qui pourraient compromettre la stabilité du cadre macroéconomique, le gouvernement est resté mobilisé dans la mise en œuvre du programme. Et nous, on ne peut qu'ici encourager les autorités à poursuivre sur cette voie. C'est une voie difficile, mais ça portera les fruits à moyen et long terme. Parce que ce qui se fait ici, en fait, ce sont les fondations. Ce sont les fondations que le gouvernement est en train de poser. Naturellement, quand on pose les fondations, généralement, le public trouve que voilà, le bâtiment traîne à sortir de terre. Mais il faut que les fondations soient solides pour qu'une fois que le bâtiment sort de terre, il reste résilient à toutes les secousses. Et donc, c'est ce travail qui est en train de se mener. Et pour vous donner quelques chiffres, comme les autorités y ont fait allusion, avant qu'il y ait la reprise du programme avec le Fonds monétaire international, les réserves de la Banque centrale étaient à peine 800 millions de dollars. Donc, ça couvrait à peine 2 semaines d'importation de biens et services. À ce jour, vous avez vu les chiffres, c'est à 7,4 milliards de dollars. Donc, c'est une augmentation significative. Naturellement, il y a encore de la marge d'amélioration. Il faut poursuivre les efforts dans ce sens. Vous prenez aussi l'inflation. Il y a 2 années, en 2023, l'inflation était à 24%. Aujourd'hui, c'est à 2,2%. Généralement, quand on parle de l'inflation, actuellement, ça ne parle pas aux populations parce que les gens continuent d'estimer que ça ne change pas significativement leurs conditions de vie. Mais c'est un indicateur majeur de la stabilité du cadre macroéconomique. Et pour vous donner aussi un point de repère, actuellement, en Afrique subsaharienne, il y a plus de 1/5 des pays qui sont à des niveaux d'inflation de 2 chiffres. Donc, ce sont des pays qui ne connaissent pas les situations complexes auxquelles votre pays est confronté. Mais malgré tout, ils sont toujours à des taux d'inflation à 2 chiffres. Ici, vous êtes en deçà même de la cible d'inflation. Naturellement, il reste des défis parce que votre économie est très tournée vers l'extérieur avec un degré très fort de transmission des chocs sur le taux de change vers le niveau général des prix. Donc, il faut davantage de vigilance, consolider les efforts dans le temps. Comme cela, ça permettra de maintenir cette stabilité au fil des années et on ne cessera de les répéter. Nous, on salue les efforts qui sont faits au niveau des réformes structurelles, notamment par rapport à la mobilisation des recettes budgétaires intérieures. L'occupation des zones à l'est du pays, ça fait perdre au gouvernement près de 0,4% du PIB en termes de recettes. Mais malgré tout, les autorités ont respecté tout ce qui était fixé comme critère en termes de mobilisation des recettes budgétaires, en impulsant d'autres réformes compensatoires. Le ministre a parlé tout à l'heure de la suspension de l'exonération qui était faite au niveau des produits pétroliers en faveur des miniers.
Et cette réforme, c'est juste un bout de ce que nous, on encourage. Généralement, les exonérations fiscales font perdre beaucoup de recettes au trésor public sans pour autant permettre d'atteindre les objectifs qui leur sont assignés. Parce que généralement, les exonérations, ça vient avec des cahiers de charges. Malheureusement, les cahiers de charges, généralement, ne sont pas bien remplis et le gouvernement aussi perd des recettes. Donc, on se retrouve à perdre de deux côtés. Et donc, cette réforme courageuse qui a été mise en œuvre, c'est un signal que nous encourageons pour que ça se perpétue vers d'autres secteurs. Cela vous donnera davantage de recettes parce que le pays a des besoins immenses. Des besoins immenses. La mobilisation des recettes aujourd'hui, c'est autour de 11-12% du PIB. Nous serions davantage encouragés de vous voir atteindre 20% du PIB. Là, ça vous donnera des marges pour réaliser plus que les projets très importants que le ministre a mentionnés ici. Donc, c'est l'occasion ici de renouveler notre encouragement à l'endroit des autorités, à l'endroit des services techniques, des ministères et de la Banque centrale avec qui nous avons travaillé d'arrache-pied. Et ça, je peux le témoigner. On a quitté souvent les salles à minuit, à 1h du matin, y compris le week-end, dans le bureau du ministre des Finances, de 19h jusqu'à 1h du matin. Quand je le dis, c'est pour souligner le degré d'appropriation dont font montre les autorités par rapport au programme. Parce qu'autrement, avec le contexte difficile dans lequel on est, on serait difficilement à ce niveau de stabilisation de l'environnement macroéconomique. Donc, je renouvelle ces encouragements et naturellement, nous restons ensemble pour relever les défis qui restent pour les mois à venir. Toza et Longo. Merci beaucoup, cher Aîné Ndeko. Merci. Alors, nous voulons passer à l'étape suivante de la séquence de questions-réponses centrée sur l'objet inscrit à l'ordre du jour. Alors, je voudrais inviter sur cette estrade Son Excellence, Monsieur le Ministre des Finances. Excellence. Je voudrais inviter aussi Monsieur le Gouverneur de la Banque centrale du Congo. Je vous en prie. Et Cher Ndeko, le représentant résident du Fonds monétaire international. Alors, nous voulons passer à cette séquence. Je voudrais fixer les règles du jeu. Nous allons passer à une série de... Nous n'allons pas faire deux séries de questions. Chaque série sera composée de 5, ou je vais dire 4 organes de presse qui vont poser des questions. Mais je voudrais assez que vous soyez précis, concis, que nous ne soyons pas en dehors du sujet d'aujourd'hui. Nous commencerons avec la presse internationale. Après la presse internationale... Non, au BBC. Au BBC. Non. Vous êtes des fois les journalistes. Non, au BBC. Non. Mais évidemment. Non, mais oui. C'est au BBC. Je voudrais, s'il vous plaît, c'est la presse tout court. C'est la presse tout court. Donnez les micros à qui veut prendre la parole. Ah ben oui. D'accord. Alors, dès que je vous donne la parole, vous présentez à quelle presse vous êtes attaché.
Et je vous en prie, soyez précis, concis, s'il vous plaît. Je vous en prie. Je vous en prie, M. Willy Kalengay. Micro. Donnez-lui le micro. Merci. Une question et une sous-question. Monsieur le ministre des Finances, dans le programme avec le Fonds monétaire international, il est soulevé que... Excusez. C'est Willy Kalengay, Biopolis. Le micro ne passe pas. Ça va maintenant? Ok. Je disais que dans le programme avec le Fonds monétaire international, il est indiqué quelque part que le gouvernement se bat contre les blanchiments des capitaux. Ça fait des années que j'entends ça. Alors je voudrais savoir quel est le bilan de ce combat. Quels sont les mécanismes mis en place pour que des capitaux à source douteuse n'entrent pas dans le pays? Parce qu'aujourd'hui, plus de 80% des pans de notre économie est alimenté par des capitaux qui viennent de l'extérieur, même jusque dans les petites boutiques. Qu'est-ce que vous avez fait pour combattre le blanchiment des capitaux? Où est le bilan? C'est combien par an? Et quelles sont les sources de financement qui viendraient de ce côté-là? Et comment un pays comme le nôtre, qui a besoin de moyens, peut résister à l'argent qui vient de cette manière-là? C'était ma question. La petite sous-question, c'est par rapport aux exonérations. Tout à l'heure, vous avez dit que dans le moyen que le gouvernement met en place pour faire face à la crise à l'Est, vous avez choisi d'éliminer progressivement des exonérations dérogatoires. Et d'ailleurs, le représentant tout à l'heure a fait allusion à ça, en parlant du secteur minier. Mais en même temps, ça énerve le code minier, qui est basé sur un climat des affaires apaisé. Alors, comment vous faites pour que ce que vous voulez gagner à gauche ne détruise pas ce que vous avez gagné à droite? Merci. Merci. Je vous en prie. Monsieur Jérôme. Jérôme Sekana, coordonnateur national de l'ASPEL Paul d'Araignée et directeur général de l'agence Galaxy Delta. D'abord, on veut le meilleur au nom de Paul d'Araignée à l'excellence ainsi qu'à tous les experts qui se trouvent dans cette salle pour l'année 2026. J'ai une question qui concerne les deux excellences, c'est-à-dire le gouverneur et son excellence monsieur le ministre, et puis une question qui va concerner le gouvernement. Tous les scientifiques du monde, les économistes savent que la stabilité du cadre macroéconomique est bipède, c'est-à-dire elle repose sur deux pieds. Le premier pied, c'est des politiques budgétaires prudentes, et le deuxième pied, c'est des politiques monétaires prudentes. J'ai une grosse inquiétude, parce que dans l'objectif numéro 1 de ce programme, il est écrit noir sur blanc accélérer la diversification de l'économie grâce à un élargissement de l'espace budgétaire via une mobilisation plus accrue des recettes budgétaires. Ce n'est pas le cas maintenant, dans la mesure où les régies financières, toutes, n'ont pas créé le plafond des assignations. Elles n'ont pas créé le plafond des assignations à cause du cadrage macroéconomique, notamment l'appréciation de notre monnaie. Nous avons appris qu'il y a eu harmonisation entre la Banque centrale et le gouvernement. Il y a eu des problèmes également au niveau du Parlement, à l'Assemblée nationale, en ce qui concerne le cadrage macroéconomique. Quels sont les termes de référence de ces harmonisations pour que nous ne puissions pas perdre? Monsieur le ministre, je vous rappelle que nous perdons entre 25 et 30% des recettes. Et j'ai très peur qu'en avril 2026, presque nous aurons plus de crédits d'impôts que d'impôts payés. Pourquoi? Parce que
les secteurs extractifs, commençons par les mines, les télécoms et même les autres prestataires de services, eh bien, font des transactions en dollars, mais payent les impôts en francs congolais et au taux du jour, s'il vous plaît. Imaginez-vous, 30%, ce n'est pas peu d'argent. Est-ce qu'il y a moyen de nous rassurer, vous deux, que vos harmonisations vont nous mettre à l'abri et que nous n'allons pas perdre des milliards de francs congolais comme nous le faisons maintenant, malgré toutes ces performances que nous apprécions? Ça, c'est la première question. Hey. La deuxième question, c'est je suis précis et concis. Je pense que les excellences ont compris l'inquiétude si malheureuse. Et je ne suis pas le seul. C'est tous les économistes qui ont peur. Donc nous aurons la réponse pour ce soir. Je m'adresse à son excellence, monsieur le gouverneur de la Banque centrale. Lorsque vous nous aviez accordé le privilège de vous poser des questions lors de votre première sortie, je vous avais posé la question sur les rapatriements des devises découlant des ventes des minerais à l'étranger. Nous avons constaté qu'un effort n'est pas encore fait dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que les 60% des devises qui devraient être rapatriées ne les sont pas en totalité pour les sociétés qui sont encore en train de s'installer en termes d'investissement. Et en ce qui concerne toutes les sociétés qui ont, les sociétés minières, je précise, qui ont déjà fait l'amortissement, c'est 100%. Je vous donne un chiffre, monsieur le gouverneur. En 2024, la République démocratique du Congo a vendu à l'étranger 3 millions de tonnes de cuivre et 200 000 tonnes de cobalt. Ça nous a procuré 96 milliards de dollars. D'après nos calculs, nous n'avons dépassé que 15 milliards de dollars. Et en plus, les propriétés des sociétés minières. Monsieur Jérôme, est-ce que s'il vous plaît, je termine. S'il vous plaît, vous êtes très concis, s'il vous plaît. Je suis précis et concis, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon, la question est toute simple. Monsieur le gouverneur, vous nous aviez promis 2 choses. Un, que vous allez demander à ce que vos services puissent vraiment faire un contrôle rigoureux sur la surveillance des comptes périmés et les rapatriements de ces fonds qui doivent constituer l'offre en devise. On a 7 milliards aujourd'hui de réserves de change, on peut basculer jusqu'à 15 milliards si c'est ainsi vous faites correctement ce travail. Quel est l'effort que vous avez fait dans ce sens? Vous nous aviez promis également que vous allez commencer à avoir de l'or dans les coffres de la Banque centrale. Vous en avez déjà fait des Merci, s'il vous plaît, il souhaite partir directement à l'essentiel. S'il vous plaît. Non, laissez une dame quand même. C'est madame. C'est madame. Allez-y. Bonsoir, Votre Excellence, et Élisée Odia de la question. Il y a une partie de ma question qui a été effleurée par mon aîné Jérôme, mais je reviens sur, en tout cas ça s'adressera aux représentants résidents de la FMI et également au gouverneur de la Banque centrale. Je parle d'un extrait du communiqué sanctionnant, en tout cas du communiqué de la FMI, sanctionnant ses conclusions. Il parle d'une politique monétaire prudente, excusez-moi, et fondée sur les données appropriées. Les fortes incertitudes soulignent l'importance d'un suivi attentif des conditions de liquidité et de la nécessité assortie d'une recommandation, et la recommandation est celle-ci. Il faut adopter, en tout cas il demande à la République démocratique du Congo, d'adopter une politique monétaire prudente. Alors la question est celle de savoir qu'est-ce que vous entendez par politique monétaire prudente, et aussi au gouverneur de la Banque centrale, mais également aux représentants résidents. Est-ce que vous avez l'impression que l'appréciation du franc congolais est aujourd'hui le maillon faible ou le maillon fort de toutes les revue et tous les différents programmes que nous aurons avec le FMI? Merci, madame. Oui, monsieur. Merci beaucoup. Je voulais vous exprimer toute ma gratitude, Excellence Monsieur le ministre des Finances. Je suis M. Anissé Yomborayama, patron de Aptic Télévision. Excellence Monsieur le ministre, lorsque j'ai lu le premier objectif de la FED, donc la facilité élargie des crédits, j'ai tout de suite eu des palpitations stomacales. Les bandits.
vous dire qu'il s'agit d'accélérer la diversification de l'économie. Voilà pourquoi j'ai des palpitations. Comment est-ce possible, comment la République démocratique du Congo, un grand pays de plus de 100 millions d'habitants, peut accélérer la diversification de son économie grâce à l'appui du FMI. Là, le petit montant est de 450 millions de dollars. Je préfère dire que c'est un petit montant. 450 millions de dollars. C'est vrai que notre économie doit être diversifiée. Il faut la diversifier absolument. Nous sommes d'accord avec vous. Étant entendu que notre économie reste tributaire de la volatilité des cours des matières premières, des métaux stratégiques. Ça, c'est un constat. Diversifions, d'accord, mais il faut des milliards pour diversifier l'économie. Ce n'est pas avec le peu que le Fonds monétaire international nous donne. Dites-nous quels sont les secteurs qui sont concernés par la diversification. Et est-ce que vous pensez, avec ce que le FMI nous donne là, nous sommes capables de faire le travail? Ça, c'est la première question. La seconde question, la dernière en fait, je m'adresse à monsieur le gouverneur de la Banque centrale. Monsieur le gouverneur, j'aime me dire la vérité. Très rarement, je fais des élucubrations fantasmagoriques. Et les soucis. Quand vous êtes arrivé au ministère des Finances, j'étais content, j'apprends un matin, monsieur le gouverneur, j'ai appris un matin, excusez-moi, ce n'est pas le ministre des Finances, je ne parle pas du gouverneur de la Banque centrale, j'apprends un matin que les francs congolais commencent à s'apprécier par rapport au dollar. J'étais content, mais après, j'étais tout de suite exaspéré. Exaspéré par le fait que l'appréciation du franc congolais est venue nous paupériser en fait. C'est une appréciation, si je dois prendre le terme Michel d'État, est venue nous clochardiser. Je vais donner un exemple en fait, pour être précis, parce que le modérateur nous demande d'être précis. Soyez précis. Monsieur le gouverneur, je prends un exemple simple. Moi, je n'aime pas aller loin. On ne va pas parler de la macroéconomie. Je prends un exemple très simple, un seul que je prends. J'ai donné à madame $20 chaque matin pour qu'elle s'occupe de moi. Et les $20 valaient 56 000 francs congolais. Les 56 000 francs congolais permettaient à madame d'acheter tout ce dont j'avais besoin pour manger le soir à Tembélé, Samson et tout ce que vous voulez. Alors le gouverneur arrive, il fait apprécier le franc congolais, c'est qui est une bonne chose, je suis d'accord. Mais nous ne sommes pas tous des fonctionnaires de l'État. Moi, je suis dans le privé, peut-être, je suis payé en dollars. Mes clients me payent en dollars. Alors cette fois-ci, quand je dois prendre les mêmes $20 pour les convertir en francs congolais, j'ai 45 000 francs congolais. Regardez les gaps qu'il y a entre 45 000 et 56 000 francs congolais. Et en même temps, je me réveille un autre matin, on me dit le ministre de l'économie a baissé les prix des biens et services sur le marché. C'est faux. Les prix sont restés stationnaires. Parce que j'ai même failli chasser ma bonne parce que je me suis dit... Tu as même fait ça. Tu as même fait ça. Merci, monsieur Yamba. Comment tu vas s'exprimer? Il a même chassé sa bonne. Il a failli chasser la bonne. Parce qu'on m'a dit que les prix... On m'a dit que les prix des biens et services ont baissé sur le marché. Mais je constate que mes $20 ne me servent plus parce que je n'ai plus les mêmes biens que j'achetais autrefois. C'est la bonne qui volait parce que le ministre de l'économie a dit que lui a baissé les prix. Malheureusement, c'est pour dire, c'est une anecdote que je dis, c'est pour dire, monsieur le gouverneur, les prix n'ont jamais baissé sur le marché. Okay. En lieu et place de 45 000 francs congolais, $20 pour acheter ce que j'ai acheté hier, je continue à dépenser 56 000 francs congolais. Donc il y a un problème. Les enfants à l'école sont aussi concernés. Est-ce que vous avez une réponse précise? Pas philosophique, monsieur le gouverneur. Merci, waouh, bravo. La dernière question. Allez-y. Moi qui étais à ce j'ai senti des palpitations. Tu as senti des palpitations. Sa chute est en français facile. Voilà. Voilà.
Messieurs les ministres, quand vous parliez du contexte de la mise en œuvre du programme, vous avez insisté sur les pressions des dépenses sécuritaires. Et maintenant, je voudrais savoir, pour 2026, quelles sont les projections par rapport aux dépenses sécuritaires, parce que nous savons que la RDC, la guerre dans l'Est du pays, continue. Et alors, dans le cadre de ces dépenses sécuritaires que vous projetez, comment vous allez nous assurer qu'il n'y aura pas détournement? Parce que le plus souvent, en fait, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est dit ou c'est connu que c'est un secteur, les secteurs sécuritaires, c'est quand même un secteur où l'opacité règne. Alors, comment s'assurer que ça sera la bonne cette fois-ci? Merci. Merci beaucoup, madame. Je pense qu'on vient de finir la première série de 5 questions. Lutte contre le blanchiment des capitaux. Sur le prix, sur le programme. Mais je regrette seulement que la chute de sa question soit en français facile. Moi, je vais chasser la bonne. Il a dit qu'il a failli. Il n'avait pas chassé. Voilà, l'accélération de la diversification de l'économie, comment y arriver, quels sont les secteurs envisagés. Voilà les questions qui ont été posées. Je vous passe la parole à l'excellence, monsieur le ministre des Finances, pour commencer. Alors, merci pour cette exercice qui va nous permettre d'espérer à long terme l'opinion nationale et internationale. Je vais commencer par Anissé, moi je ne sais pas pourquoi. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, je vais rappeler ici, n'est pas en œuvre les programmes soutenus par le Fonds monétaire international pour obtenir des décaissements. Lorsque nous avons présenté ici les objectifs de ces programmes, nulle part nous avons dit que nous les mettons en œuvre pour avoir des décaissements. C'est une conséquence subsidiaire à la mise en œuvre des réformes structurelles et à l'atteinte de certains objectifs quantitatifs qui visent la transformation structurelle de notre économie, une meilleure gouvernance, une transparence accrue, une redevabilité. Et donc, nous n'allons pas transformer notre pays avec 400 millions de dollars, non. Si vous regardez, et je réponds également à la question des recettes qui a été posée, nous avons dit ici que le gouvernement a réservé une réponse appropriée dans le cadre de la coordination des politiques budgétaires et monétaires, à la politique monétaire qui a été impulsée au niveau de la Banque centrale. Parmi ces réponses qui ont été réservées, c'est les plans de mobilisation des recettes, c'est les différents efforts de services fournis, c'est les contraintes sur des entreprises qui n'étaient pas responsables pour accroître les niveaux de mobilisation des recettes. C'est pour enrimer la politique budgétaire, c'est la politique monétaire que nous avons impulsé cette dynamique et nous pouvons constater les résultats. Et donc, j'ai répondu à la question de l'harmonisation entre la Banque centrale du Congo et le gouvernement. Cette année, le gouvernement a connu une baisse des recettes de manière théorique sur plusieurs composantes. La première composante, c'est celle qui est liée à la situation sécuritaire à l'est de notre pays. Nous avons perdu le contrôle des postes frontaliers de la petite barrière, l'aéroport de Goma. Nous avons aussi perdu au niveau de Bukavu
mais finalement à la frontière. Ça, c'était la première. La deuxième, c'est les cobalts qui parlent. Depuis le mois de février, nous n'avons plus exporté du cobalt. C'est une mesure stratégique de notre gouvernement pour réclamer notre souveraineté nationale sur les matières premières, dont notamment le cobalt qui est un produit stratégique. Comme vous l'avez bien indiqué, nous avons exporté en 2024 220 000 tonnes de cobalt métal, parce que nous sommes les premiers exportateurs et nous détenons 70% de l'ensemble des produits qui sont mis sur le marché. Malheureusement, les acteurs internationaux, certains, d'autres multinationales, n'ont pas joué la carte de la transparence et nous avons perdu en termes de rentrée fiscale suite à la baisse systématique des coûts de ces produits stratégiques. Pour répondre dans le cadre de la souveraineté, sous l'impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la RECOM a mis en œuvre une stratégie qui paye aujourd'hui, parce que le cours du cobalt est passé entre-temps de 22 000 $ la tonne à aujourd'hui à 54-55 000 $ la tonne. Et nous vous annonçons que depuis vendredi, la République démocratique du Congo a repris l'exportation de son cobalt après avoir réclamé la souveraineté sur ce cobalt. Comment nous pouvons être les premiers à fournir 70% de ces produits stratégiques, mais ne pas avoir le droit d'influer sur les rythmes de formation du prix de ces cobalt? C'est cela que nous avons dit non. Et aujourd'hui, la stratégie mise en œuvre par RECOM a réussi. Et que l'année prochaine, contrairement au risque que Jérôme est en train de prendre, je crois qu'il y aurait une compensation avec le produit de l'exportation du cobalt. Nous parions sur ces résultats et nous allons attendre pour voir comment ça va se matérialiser. Je crois que lorsqu'on a eu aussi justement au niveau de la Banque centrale, il y a eu des situations qui ont donné aussi des conséquences en termes de manque à gagner au niveau des régimes financiers. Mais comme je l'ai dit tout de suite, les gouvernements et la Banque centrale ont coordonné pour que nous puissions, nous au niveau du gouvernement, mettre en place une batterie de mesures pouvant indiquer et faire face à cette politique du gouvernement. Cette politique de l'État qui a visé à l'appréciation de notre monnaie suite à une correction qui devait être réalisée depuis plus d'une année, mais que nous n'avons pas réalisée. Pour revenir sur les résultats que nous avons obtenus, sur la cible de 27 000 milliards contenus dans le programme de cadrage avec le Fonds monétaire international, j'ai l'honneur de vous informer que les régies financières ont déjà dépassé les 27 000 milliards de recettes qui étaient assignées dans le cadre du programme FEC. Pendant que je vous parle ici, on est autour de 27 000 milliards, 100 ou 200 quelque chose. 100,1% des assignations dans le cadre du programme FEC. Qu'est-ce qui est à la base? C'est la performance que nous avons réalisée au niveau du mois de juillet et au niveau du mois de septembre, qui ont compensé également, plus la performance en termes de mobilisation qui a été réalisée au niveau du mois de février. Ces efforts antérieurs ont amélioré le niveau de mobilisation de recettes. Et lorsque nous avons mis en œuvre la politique de l'exclusion des miniers dans la structure de prix des produits pétroliers, comme nous l'avons annoncé, les recettes sont passées de l'ordre de 4 milliards chaque mois à partir de janvier à juillet à 70 milliards aujourd'hui en moyenne chaque mois. Ces résultats ont consolidé la dynamique de mobilisation des recettes, ce qui fait que nous avons dépassé les plafonds des assignations dans le cadre du plan de trésorerie qui a été convenu avec nos partenaires. Il est vrai aussi que lorsque vous prenez maintenant les assignations budgétaires,
nous sommes à 95% des recettes budgétaires qui étaient votées au Parlement. Mais compte tenu de la stratégie que nous avons mis en œuvre au niveau du gouvernement et décisions prises, nous avons réduit ces niveaux attendus de recettes à un niveau du cadrage que nous avons opéré avec nos partenaires du fonds pour faire face aux dépenses de l'État. Et revenir à cette situation du cadrage, les résultats financiers ont été performants. Et exceptionnellement, la DGDA, la Direction Générale des Impôts, la DGRAD a eu beaucoup plus de difficultés parce qu'elle est fortement secouée par les manques à gagner liés au combat de banque. Transformation de notre économie, je le disais. Notre économie, pour transformer, nous avons des politiques publiques claires qui sont contenues dans les programmes d'action du gouvernement. Il vous souviendra que dans le programme d'action du gouvernement, les premiers piliers de notre programme PAP 2024-2028 s'intitulent plus d'emplois, plus de pouvoir d'achat. C'est la fondation sur laquelle nous bâtissons tout le reste. Plus d'emplois, plus de pouvoir d'achat, nous avons réussi à préserver les pouvoirs d'achat de nos populations. Je crois qu'il y a un débat entre ceux qui gagnent en francs congolais et ceux qui gagnent en dollars. Le gouverneur a toujours répondu par la philosophie en disant c'est l'appréhension que nous avons, nous, de vouloir faire tous nos calculs en monnaie étrangère. Peut-être que c'est le moment, comme il le dit souvent, de changer la manière de réfléchir. Il va y revenir pour vous donner de plus amples précisions. Les fonctionnaires de l'État et qui touchent leurs revenus en monnaie nationale, j'espère qu'ils vont émettre sur une longueur d'onde différente de vous. Mais est-ce que cela devrait nous empêcher à écouter aussi votre son de cloche? Nous disons non. Nous travaillons dans le cadre de la coordination pour voir comment, et ça je crois que ce n'est pas le travail du gouverneur, il va concourir à cela, comment au niveau du gouvernement nous allons arriver à impulser des politiques publiques, des substitutions qui vont nous permettre à ce qu'un certain nombre de biens qui sont importés soient produits de manière locale. Et parmi les priorités, nous avons plusieurs programmes qui sont déployés par le gouvernement, c'est notamment, nous avons la reconstruction de notre pays, les financements de l'agriculture, mais également la mobilité urbaine dans nos différentes villes qui encouragent une forte croissance et une forte production. Et le gouvernement a une batterie de mesures dans ce cadre de la transformation de notre économie. Pour terminer sur cette question, je pourrais aussi vous dire d'aller regarder les chiffres de la composition de notre croissance économique. Vous allez constater avec beaucoup de satisfaction que depuis 3 ans, la croissance économique hors secteur minier est en train de reprendre de la supériorité. Nous sommes partis de 3,2% en 2022, 3,6% en 2023. Nous projetons à 3,8% de la croissance hors secteur des mines. Quels sont les secteurs qui portent cette croissance? Vous avez les secteurs des services. Le gouverneur pourra y revenir. Vous avez les secteurs secondaires avec les BTP qui ont ajouté un certain nombre de pourcentages à cela. Dans les services, vous avez les télécoms qu'il faut noter. Donc, il y a, en dehors du secteur primaire, un effort bien détaillé et dans des conditions plus élaborées. Nous pouvons vous démontrer, chiffre à l'appui, les résultats qui ont été atteints par notre gouvernement depuis qu'il a été mis en œuvre, qui a été mis en place dans le cadre de la transformation de notre économie. Et nous allons continuer à aller dans cette dynamique. Willy Kalinga a posé la préoccupation relative à la lutte contre le blanchissement de capitaux et le financement du terrorisme. Oui, nous sommes satisfaits des efforts de notre gouvernement sous le leadership éclairé de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Aujourd'hui, je vous annonce que sur les 23 actions
qui sont attendus d'IGAFI a envie de sortir notre pays de la liste grise, le gouvernement de la République démocratique du Congo a déjà réalisé au-delà de 19 actions. 16 plus 3. Il nous reste quelques actions dont nous avons la certitude que l'année prochaine, nous allons atteindre dans l'évaluation janvier-février et nous pourrons, avant la fin de l'année prochaine, sortir de la liste grise GAFI. Je vous le confirme au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, sauf surprise, parce que nous continuons les efforts. Pendant que je vous parle encore, pour témoigner des efforts de notre gouvernement, j'aimerais vous indiquer simplement que nous avons obtenu de notre Parlement le vote et de son Excellence Monsieur le Président de la République la promulgation de la loi contre le blanchissement de capitaux et le financement du terrorisme, renforçant les dispositifs de répression contre la lutte, sur la lutte contre le blanchissement des capitaux et le financement du terrorisme. Les pouvoirs des CNRF dans le cadre d'échange d'informations a été renforcé. Je vous informe que le gouvernement a mis en place le CONASAFIC, un comité de mise en place des sanctions financières ciblées, qui est opérationnel aujourd'hui au ministère des Finances et dont la première session des sanctions va avoir lieu dans quelques jours. La séance a été déjà convoquée. Nous avons toujours dans le cadre de ces efforts inlançables du gouvernement continué à rechercher la coopération avec des agences internationales et des pays qui y ont l'expérience et l'expertise en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. Les États-Unis d'Amérique viennent de conclure avec nous un engagement pour une assistance technique dans ce domaine officiellement à partir du département de Trésor pour renforcer et encourager les efforts du gouvernement. Aujourd'hui, si vous avez besoin de statistiques chiffrées, nous les disposons et nous pouvons les partager parce que nous avons prévu une publication bientôt pour informer notre population sur les efforts de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Voilà de manière générale. Je vais terminer par la question sur l'exclusion des lignées de la structure de prix pour dire qu'elle ne viole en rien les codes miniers parce que les carburants est un produit régulé et le gouvernement peut prendre des mesures pour faire face à cette situation. Comment pouvez-vous comprendre que des miniers qui consomment 200 000 mètres cubes puissent être subventionnés par les trésors publics? D'ailleurs, j'informe l'opinion que nous ne nous arrêterons pas là. Nous allons continuer. Est-ce que des gens qui ont des revenus au-dessus de 5 000 ont besoin d'être subventionnés par les trésors publics? Nous ne pensons pas. Les membres du gouvernement, les membres du Parlement, des chefs d'entreprise, même privés, qui ont des rémunérations allant jusqu'à 20 000 $ le mois. Est-ce que ces gens vont être subventionnés par les trésors publics? C'est des réflexions et la deuxième phase de la réforme. Lorsque nous allons l'achever, nous avons la certitude que nous allons doubler le niveau de recettes fiscales mobilisées à travers la structure de l'État. La coordination entre la politique monétaire et la politique budgétaire, avec le gouverneur, il pourra y revenir. Je ne sais pas le nombre de fois que nous nous parlons par jour pour essayer de coordonner et regarder dans la même direction. Donc, il peut exister des divergences d'approche entre nos experts en termes d'analyse de statistiques, mais au niveau du leadership de la Banque centrale et au niveau du gouvernement, la coordination est maintenue et elle est quotidienne et même plus renforcée. Voilà l'une des raisons, des résultats que nous avons pour terminer cette année en beauté, tout en sachant que notre population a encore des difficultés. Nous avons des problèmes sérieux d'embouteillage, des problèmes sérieux, et tous ces problèmes vont trouver solution, pas dans des décaissements du Fonds monétaire international qui vont peut-être servir pas à grand-chose. C'est dans les réformes que nous allons implémenter que nous allons trouver la réponse à nos problèmes structurels. Voilà ce que je pourrais dire sur cette étape de débat. Merci. Merci, Excellence, Monsieur le Ministre, pour ces réponses. Monsieur le Gouverneur, la question sur la stabilité du cadre macroéconomique, coordination des politiques budgétaires et monétaires
impact de l'appréciation sur le taux de change, question sur le rapatriement de recettes ici de la vente de minerais. Monsieur le Président. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Je ne reviendrai pas par rapport à ce que le ministre a déjà si bien expliqué, mais je vais d'emblée commencer par l'objectif de cette revue. Pourquoi la République démocratique pouvoir renouer avec le Fonds monétaire? Ce n'est pas parce que nous avons besoin d'argent du Fonds monétaire. C'est pour que le Fonds monétaire nous aide dans les réformes que nous devons engager pour que nous soyons ouverts, on va dire, au monde financier, que nous soyons plus crédibles. Il y a, on peut, comme je l'ai toujours dit avec un ami, prendre tous les critères du Fonds monétaire, se l'imposer à nous-mêmes. Mais nous n'aurons pas le même résultat, même si nous réussissons. Mais le fait, c'est comme si c'était un passeport. Le fait de passer par le Fonds monétaire, c'est comme quand vous allez à l'université, tout ce que vous apprenez à l'université, vous pouvez l'apprendre par vous-même, avec un peu d'effort, bien on peut vous aider. Mais le fait que vous passez par l'université, que vous avez un diplôme, ça vous ouvre déjà les portes pour avoir un emploi. Pour le reste, le ministre l'a bien expliqué. Je ne veux pas revenir sur le débat par rapport aux recettes. Je sais qu'il y aura l'édition des comptes 2025. On va voir si les recettes de fin 2025 seront moins ou et là on pourra en discuter. Mais ce que je veux dire sur le fond, par rapport au taux de change, ce que vous dites là, M. Sekan, est dangereux. Parce que vous dites implicitement qu'il faut un taux de change élevé pour avoir plus de recettes. Ah, bien sûr. Puisque vous dites qu'en les baissant, vous allez baisser les recettes. Alors à ce moment-là, mettons $1, 5 000 francs congolais, on aura énormément plus de recettes. Est-ce que c'est ce que nous voulons pour notre pays? Non. Parce que si vous faites le raisonnement dans un sens, faites-le dans l'autre aussi. Le plus important, c'est qu'avec une correction de la politique monétaire qui emmène une appréciation du franc, donc, par définition, qui vont avoir un impact sur la recette, c'est de pouvoir discuter entre la Banque centrale et le ministère des Finances pour savoir est-ce que le ministère des Finances a d'autres mesures pour faire en sorte de maintenir le cap. Je pense que c'est ce qui a été fait. Le Fonds monétaire vous a dit ici que la cible en termes de recettes a été respectée, malgré l'appréciation. Donc, sauf si vous êtes en train de dire que l'appréciation a un impact négatif sur la recette. C'est vrai dans un sens, mais dans l'autre sens, c'est implicitement de dire un taux de change, un franc congolais plus faible, emmène plus de recettes. C'est ce qu'on conclut. Et c'est ce qui est vrai d'ailleurs. C'est ce qui est vrai. Aujourd'hui, si on a $1 à 5 000 francs congolais, on aura certainement plus de recettes. Mais à quel coût social? Ça veut dire aussi autre chose. C'est que la dépréciation de la monnaie est une taxe implicite que la population paye. Ça, vous le dites. C'est vrai. Et ça renvoie à la remarque de Anissé. Oui, vous étiez content quand le franc s'est apprécié, sauf que malheureusement, vous n'avez pas de francs. Vous avez des dollars. Si le franc s'apprécie, ça veut dire que le dollar se déprécie. C'est aussi simple que ça. C'est comme quand quelqu'un a des francs en poche, on lui dit que le dollar s'est apprécié. Ça veut dire que la monnaie qu'il a en poche s'est dépréciée. Ça veut dire qu'il perd du pouvoir d'achat. Sauf que vous, dans le cadre de ceux qui ont des dollars, il n'y a pas de mesure correctrice. Et je l'ai dit, c'est pour ça que je suis content d'entendre que le ministre des Finances
dit qu'il y a des mesures que le gouvernement va prendre par rapport à ça, en tenant compte de la population qui est payée en dollars, donc dans une monnaie qui s'est dépréciée, puisqu'effectivement, il faut des mesures. Mais ce n'est pas le rôle de la Banque centrale. La Banque centrale s'occupe du franc commun. Puisque figurez-vous que quand le franc s'est continuellement déprécié, ce que vous avez ressenti là, c'est ce que toute la population qui est payée en francs a ressenti pendant des dizaines d'années. C'est exactement la même chose. Quand le dollar passe de 2000 à 2500, les gens qui sont payés en francs ont mal à la tête, puisqu'ils doivent payer leur loyer en dollars et qu'ils doivent débourser plus de francs pour faire face à leurs obligations quotidiennes. Donc, ne vous plaignez pas de savoir que vous avez fait le choix de continuer à percevoir votre salaire ou bien vos contrats en dollars, alors que la réglementation de change est très claire à ce sujet. Vous pouvez choisir entre les deux monnaies. Si vous comptez de choisir en dollars, alors vous pouvez continuer à vous faire. Puisque c'est votre propre choix. Vous aurez pu aujourd'hui dire à votre client ou à votre employeur, payez-moi en France. Et vous aurez pu rééquilibrer. L'appréciation du franc par rapport